Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien calés sur le 100 FM, la fréquence juive de Toulouse et vous êtes dans votre magazine Israël le Mag et nous sommes très heureux de vous retrouver avec Chaim, le co-animateur de l'émission. Bonjour Chaim. Bonjour Serge. Un plaisir de nous retrouver sur cette antenne et surtout pour une émission qui j'espère sera audible parce qu'il paraîtrait que notre émission n'était pas très audible par un invité d'une autre émission du dimanche qui nous avait expliqué ceci. Mais rassurez-le, nous avons les images sur YouTube, la chaîne Radio Kol Aviv. Au sommaire de notre émission, mais avant de parler du sommaire, je voudrais remercier d'abord Joël. Joël qui est à la technique ce matin. Bonjour Joël. Bonjour Serge, bonjour Chaim et bonjour Joël, Monsieur Weiss. Alors Joël qui est dans son aquarium en apnée et qui sortira pour 3 respirations musicales tout à l'heure lors de sa chronique Israël en musique. N'est-ce pas Joël? Exactement. Je serai là pour vous reparler musique et nouveautés en plus, donc voilà. Oh, super. Et actualité en plus. Je voudrais mettre un petit clin d'œil en tout cas à notre ami Jean-Luc qui supervise cette émission et qui réalise sur le plan technique cette émission. Alors, au sommaire de cette émission, dans quelques instants, pour illustrer la page Israël Tech Echo, nous aurons le plaisir d'avoir le professeur Yoram Weiss, directeur de l'hôpital Hadassah Ein-Kerem de Jérusalem, avec lequel nous reviendrons sur la situation sanitaire en Israël vis-à-vis, bien entendu, de la Covid-19. Et puis, quelques instants après, nous sera le moment du grand angle. Le grand angle qui sera illustré par Dror Even-Sapir. Dror Even-Sapir, éditorialiste sur I24 News, et nous reviendrons sur toute la politique israélienne et moyenne-orientale. Ça sera après le moment, la grande pause musicale de Joël, qui certainement va nous amener quelques surprises, j'en suis sûr, comme d'habitude. Et nous terminerons par 3 questions une analyse avec Michel Gerfunkel, essayiste, écrivain. Et nous reviendrons avec lui sur la vision de l'élection américaine du 3 novembre prochain vis-à-vis d'Israël. Alors cette émission, je voudrais la dédier, n'est-ce pas Chaim, à votre maman, pour son anniversaire. Ah ben c'est très gentil comme tout, Serge, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un grand Mazel Tov. Et je fais aussi un petit clin d'œil à ma maman qui a fêté son anniversaire dimanche dernier. Alors, c'est vrai que nous en profitons, oui, on profite de l'émission Israël le Mag pour fêter surtout l'été de très bel anniversaire à nos mamans. Voilà, et tout de suite nous revenons, nous allons directement à Jérusalem retrouver le professeur Yaron Weiss. Yaron Weiss, bonjour. Yoram, pardon. Alors pourquoi je dis Yaron? Parce que mon petit-fils s'appelle Yaron et c'est quelque chose qui me parle. Aucun problème. Alors, professeur Weiss, nous allons revenir sur cette situation sanitaire en Israël. Et je voulais avoir votre avis un petit peu. Pourquoi, alors que la première vague a été parfaitement maîtrisée par Israël et le gouvernement israélien, le déconfinement n'a pas été à la hauteur. Mais en général, je pense que vous avez fait un très bon sommaire de ce qui s'est passé. Aucun doute qu'Israël, en sortant du premier confinement, elle a fait de façon très vite et sans avoir l'infrastructure pour ménager le déconfinement. Et en fait, on a payé un prix d'une vague, une seconde vague de Covid-19 qui a amené le pays au point où le système médical n'était pas au moment d'un collapse, mais était très, très tendu. Et pour cette raison-là, je pense que le gouvernement a pris la décision qui n'était pas simple à cause du prix économique qu'Israël doit payer pour décider de faire un confinement, encore une fois, pendant les fêtes de la nouvelle année juive. Les résultats semblent très, très impressionnants, en fait, mais je pense qu'on sera jugé en fin de compte avec 2 choses. Tout d'abord, c'est vraiment
comment la population israélienne va se mener maintenant en comprenant que la distance sociale est très importante. Et ça, c'est un problème que malheureusement, je pense qu'il y a une part de la société, en fait, je dois dire presque même toute la société, qui n'a pas encore compris. Et deuxièmement, c'est l'organisation que le gouvernement va mettre pour vraiment maîtriser le Covid-19, veut dire avoir suffisamment des tests de Covid-19 pour essayer de vraiment identifier le plus vite possible les gens qui sont en danger de Covid-19 et de les ségréguer. Alors, on voit bien quand même que toute la situation réside dans la pratique de tests avec des résultats très rapides. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en Europe et en France en particulier avec ces tests antigéniques. Et on a cette situation qui pourrait éventuellement évoluer. En tout cas, Israël a pris la mesure de ce confinement, a eu la capacité. Et peut-être que Chaim a une question, certainement une question à vous poser, notamment sur la relation entre les politiques et les médicales. Oui, professeur, il y a quelques mois, le Premier ministre avait présenté le professeur Gamzou comme l'homme qui aurait à la fois le savoir et le pouvoir. Or, on a l'impression qu'il y a une bataille larvée entre les autorités politiques et les autorités médicales. Alors, on a envie de vous demander, mais en fin de compte, qui c'est qui prend la décision ? En fin de compte, c'est le gouvernement qui prend la décision tout d'abord. Et c'est la même chose d'ailleurs en France, parce que je suis ce qui se passe maintenant en France et c'est la même chose. Je dois dire qu'en Israël, il y a une très grande bataille, aussi dans le système médical, entre ceux dans le système médical qui pensent qu'un confinement, c'est quelque chose qu'il ne faut plus mener sur la table et qu'il faut l'économie et la médecine d'essayer de trouver une situation d'un balance où on peut les faire les deux choses ensemble. Et il y a ceux qui pensent que la médecine, c'est la chose la plus importante. Et si on paye un prix qui est très fort d'un point de vue économique, ça, c'est la chose qu'il faut payer. Je pense qu'en fin de compte, c'est le gouvernement qui doit recevoir toute l'information et qui a la responsabilité de prendre des décisions. Et je pense que ce qui se passe maintenant, c'est en fait le projecteur qu'on appelle aussi aujourd'hui en Israël, Gamzou, le chef du projet de Covid-19, professeur Gamzou. Lui, il pose avec le ministère de la Santé les propositions devant le gouvernement et le cabinet du gouvernement, c'est le cabinet du Covid-19 qui doit prendre la décision. Et c'est leur devoir de balancer entre les deux parties qui sont menées ensemble, c'est l'économie et la médecine. Je pense que les décisions ne sont pas simples et pour cette raison-là, j'ai dit qu'en fait, la chose la plus importante, je pense aujourd'hui, pour le ministère de la Santé et pour tous les autres ministères, c'est en fait de trouver la balance, comment ouvrir le pays, ouvrir l'économie, ouvrir les écoles, mais en même temps, de garder le Covid-19 sous contrôle. Et ça, c'est où Israël, et malheureusement, je pense aussi aujourd'hui, on le voit, beaucoup de pays européens ont échoué. Et je pense que maintenant, Israël ne peut pas se permettre d'échouer encore une fois. Parce qu'un troisième confinement en Israël, c'est quelque chose qui sera très problématique pour l'économie israélienne et pour la société israélienne. Parce que les tensions sociales en Israël, d'ailleurs, je pense en Europe aussi, et en Amérique aussi, sont très, très graves à cause de la crise économique qui est amenée par le Covid-19. Alors, vous avez parlé de cette corrélation entre l'économie et la situation sous contrôle de la Covid-19. La situation actuelle en Israël est, en sortir de ce confinement, assez remarquable. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, on a en Israël aujourd'hui autour de 800, moins de 1000 cas en tout cas par jour. C'est encore important parce que si on se compare à certains pays comme notamment la Chine qui a réussi son déconfinement, d'ailleurs on se demande par quel miracle alors que les autres pays piétinent, et j'aurais voulu aussi avoir votre avis, Israël va prendre
a pris la mesure, en tout cas, d'un déconfinement aux dépens un déconfinement très, très lent, très, très, très ponctuel et qui serait rajusté en fonction des résultats. Alors, est-ce que vous pensez que cette prudence dans le déconfinement et cet réajustement, alors que nous avons une rue qui gronde tous les samedis soirs devant les différents ministères, et notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, est-ce que vous pensez que cette prudence va amener des résultats de façon un peu plus pérenne, en tout cas pour la société israélienne et pour la gestion de la COVID-19? Très, très simple. J'espère que ça sera le résultat. Et comme je l'ai indiqué avant, c'est la seule façon de le faire, d'une façon très ajustée, et d'essayer vraiment de contrôler qu'on ne se trouve pas encore une fois avec un air qui est plus d'un, qui est très problématique. Comme on était déjà en Israël avec un air de 1.2 qui veut dire que en fait, l'épidémie se explode et on a un problème. Et pour cette raison-là qu'on a eu vraiment un succès très important avec le dernier confinement, c'est très important d'ouvrir le pays d'une façon très ajustée et avec des mesures qui sont très prudentes pour ne pas se trouver encore une fois dans la même situation. Est-ce qu'on pourra le faire? J'espère bien. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des très grandes difficultés, comme je l'ai dit avant, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour une simple raison. Même si on a un vaccin qui sera développé vers la fin de l'année, début du premier 3 mois de l'année 21, je pense que ça va prendre du temps pour vacciner toute la population mondiale et surtout aussi la population israélienne. Et pour cette raison-là, je pense qu'il faut comprendre pour l'an prochain et peut-être pour les 2 ans prochains, on doit comprendre qu'on va vivre avec le Covid-19 en même temps qu'on ouvre l'économie, qu'on ouvre les écoles, qu'on continue à mener notre vie le plus normal qu'on le peut, mais en comprenant que la distance sociale et les cinémas et le théâtre et beaucoup des activités qu'on aime beaucoup faire ne pourront pas se mettre en place si vite. Et c'est très dur. Et pour certains groupes dans la population israélienne, les mariages, les synagogues, ce sont des problèmes très graves pour eux. Mais ils doivent comprendre que c'est un prix que la société et chacun de nous doit payer pour vraiment nous permettre de trouver une vie qui est le plus normale qu'on peut dans cette situation très, très compliquée avec le Covid-19, qui est une maladie très, très, très grave pour certains gens et avec une mortalité qui est très importante. Il faut le comprendre. On le sait maintenant. La mortalité et la maladie, c'est une maladie très, très grave et très compliquée. Alors, professeur Veil, vous parlez de la maladie. Justement, quelle est la situation actuelle dans les hôpitaux israéliens, notamment au niveau des lits en réanimation, aussi le facteur humain, en tout cas, de mettre en face des lits une structure humaine des aides-soignantes, des infirmières, des médecins? Comme en France, le manque n'est pas de lits et de matériel. Le manque, c'est en fait des infirmières de réanimation et de médecins de réanimation. Ça, c'est le problème que le système médical se pose aujourd'hui. Le ministère de la Santé israélien a pris beaucoup d'actions pour essayer de correcter, de réorganiser le système israélien pour vraiment se comporter avec cette situation. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'arranger d'un moment à l'autre. Mais vraiment, il faut le dire, le problème, ce n'est pas un problème de lit, ce n'est pas un problème de matériel. Je le dis encore une fois, c'est le problème, c'est le personnel médical qui est en fait entraîné pour ménager des maladies comme le Covid-19 et en même temps aussi de continuer à ménager et traiter tous les autres malades qui n'ont pas Covid-19, qui ont besoin de réanimation. Ça, c'est le problème que le système médical israélien se trouve
Et je pense d'ailleurs, en écoutant un peu ce qui se passe en France, je pense qu'il y a la même chose en France. Tout à fait, vous avez raison. Et juste pour terminer, professeur Weiss, est-ce que vous pensez que les médecins, notamment surtout les médecins et ceux qui représentent un peu l'autorité médicale, a bien communiqué, notamment, vous avez parlé de la distanciation, le port des masques, le lavage des mains, et qui est la solution aujourd'hui unique en dehors de toute pathologie, de tout traitement et vaccin, donc ça sera la prochaine question. En général, je peux vous dire que je pense que oui. Mais en fait, c'est quelque chose en progrès et on continue tout le temps. Alors, Chaim, oui, professeur Weiss, vous avez indiqué que Israël travaille sur un vaccin qui pourrait peut-être exister l'année prochaine. Alors, on sait qu'il y a différents pays comme la Russie, comme l'Amérique, comme d'autres, qui travaillent également sur des vaccins. Est-ce qu'il y a une coopération entre Hadassah et certains de ces laboratoires? Et est-ce qu'on est déjà passé à la phase 3? C'est-à-dire que est-ce qu'on a déjà essayé ce type de vaccin sur des êtres humains? Bon, alors tout d'abord, il faut comprendre, Israël a pris plusieurs étapes. Premièrement, Israël, par le système de recherche biologique que nous avons, a en fait développé un vaccin dont les essais commencent maintenant et c'est la première phase qui est une phase en fait de sécurité, safety. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour le vaccin israélien. En même temps, Israël a aussi décidé de participer avec 2 grandes compagnies européennes et américaines en faisant le mouvement d'acheter des vaccins de ces compagnies-là. Et en général, Israël est ouverte à coopérer. Est-ce que nous coopérons avec des autres compagnies? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, que tous les hôpitaux israéliens coopèrent avec le vaccin israélien en essayant de faire le vaccin israélien et de voir si le vaccin israélien marche. Mais comme vous le savez, chaque vaccin qu'on développe, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup des essais, il y a beaucoup des obstacles jusqu'au moment qu'on arrive à un vaccin qui peut être administré à la population. Et pour cette raison-là, je pense qu'Israël a bien fait en investissant dans quelques vaccins, en sachant que en fait, c'est une plus grande possibilité qu'un de ces vaccins sera disponible le plus vite possible. Et en fait, pour essayer de vacciner tout d'abord les travailleurs du système médical israélien, les infirmières, les médecins, et deuxièmement, les membres de la société qui sont au plus grand danger du Covid-19. Alors, professeur Weiss, il y a un autre aspect aussi qui a été essayé dans votre hôpital, c'est les thérapeutiques des sérums avec des anticorps récupérés chez les patients Covid-19. Vous avez eu certainement quelques résultats, mais les études ont montré que finalement, au niveau de la mortalité, il n'y avait aucun impact. Est-ce que vous avez vu cette étude, M. Weiss? En fait, on a vu des études et je pense qu'il y a aussi des études qui continuent encore. Je pense que dans le monde entier, ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé, je ne sais pas comment le dire en français, le hyperimmune globulin, c'est quelque chose qui est encore en train d'être étudié. Je pense qu'on est très fiers qu'on était le premier hôpital israélien qui a commencé en développer ce système-là. En même temps, en Europe et en Amérique, il y a beaucoup d'efforts qui étaient faits dans cette direction-là. Et je dois vous dire encore une fois, il faut être très prudent en disant que quelque chose ne marche pas. Et je vais vous donner un exemple, le médicament qui s'appelle Remdesivir, qui était proposé comme un traitement. Le WHO, le World Health Organization, a annoncé maintenant que ça ne marche pas. Ben, il y a des autres études qui disent que ça marche.
Je pense que c'est une maladie qui est très, très nouvelle. C'est une maladie qu'on connaît moins d'un an, ou presque un an maintenant. Comme je l'ai dit avant, je l'ai indiqué, c'est une maladie très compliquée. Je pense qu'il faut être très, très prudent en décidant quel traitement est en fait positif, quel traitement est négatif, quels résultats sont positifs, quels résultats sont négatifs, et surtout ne le faire pas avec un essai, une recherche seulement. Il faut comprendre qu'il y a une très grande possibilité, ou il n'y a pas une grande, mais il y a une possibilité que le traitement avec du plasma se rendre pas, que ça ne marche pas. C'est possible. Mais je pense que je suis très fier qu'on a essayé, et je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est quand il y a une maladie comme ça qui est tellement compliquée et tellement dangereuse qu'on essaie tout ce qu'on peut pour essayer vraiment de trouver des solutions pour les malades qui sont vraiment grièvement touchés par cette maladie. Je vous remercie. Merci, professeur Weiss, en tout cas, et je trouve que votre analyse est assez, a été très claire, mais je voudrais juste avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de ce monde et de l'évolution de cette pandémie? Juste l'avis du professeur Weiss. C'est compliqué, hein? Question piège. On dit en hébreu que la vision a été donnée aux stupides. Je peux vous dire une chose. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est tellement compliqué. Et c'est tellement... Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez de la pandémie de 1918, le Spanish flu, l'épidémie espagnole. Elle a disparu d'un jour à l'autre. On ne sait pas comment. Je veux vous rappeler, le SARS a disparu d'un jour à l'autre. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça sera la même chose avec le Covid-19? Je ne pense pas. Moi non plus. Mais combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. En tout cas, merci, professeur Wright, de nous avoir accordé une interview. Et merci surtout de votre gentillesse. Et parce que je sais que vous êtes très pris par votre travail et en tant que médecin et responsable des services de réanimation. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à une autre émission peut-être dans Israël le Mag. Voilà, maintenant nous allons faire une petite pause musicale avant de retrouver le grand angle et Dror Even Sapir en direct d'Israël et de Tel Aviv. Une petite... Voilà, nous revenons au studio et nous allons repartir en Israël, à Tel Aviv, pour rejoindre Dror Even Sapir qui illustre notre grand angle ce matin. Dror Even Sapir, éditorialiste sur I24 News. Dror Even Sapir, bonjour. Bonjour. On ne vous entend pas très bien. Ça va mieux maintenant, vous m'entendez? Voilà. Dror Even Sapir, nous allons balayer l'actualité israélienne avec vous et je vous laisse en compagnie d'abord de Chaim qui va aborder la politique intérieure. Dror, bonjour. Dans le passé, lorsque Israël a été confronté à des guerres, il y avait ce qu'on appelait l'unité nationale. Or là, on a l'impression depuis quelques mois que cette unité nationale a brisé en éclats. Il était question, après trois élections en pleine période de Covid, de mettre en place un gouvernement d'urgence nationale. L'impression, pour employer un mot hébreu, que c'est le balagan. On a encore vu que hier soir, aussi bien à Jérusalem qu'à Tel Aviv, il y avait des manifestations contre Netanyahou. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que la société israélienne est en train d'exploser? C'est une question difficile et très vaste, très ample. Écoutez, oui, effectivement, on a l'impression que
Vous savez, un peu partout dans le monde, hein, la pandémie du Covid révèle des failles dans chacune des sociétés qu'elle atteint. Et c'est évidemment le cas pour la société israélienne également. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 ans, le président de l'État, Reuven Rivlin, avait prononcé un discours très remarqué où il parlait des 4 tribus. C'était ses termes, hein, il avait employé le terme de tribu, Shfatim, qui composait selon lui la société israélienne. Et là, dans une période où on a à la fois besoin d'une unité, de dépasser, parce que bien évidemment, cette épidémie, elle touche tout le monde, ou elle risque de toucher tout le monde. Donc, dans une période où on a besoin de dépasser ces clivages que certains pourraient qualifier donc de clivages tribaux, dans une période où on a besoin plus que jamais que la population fasse confiance en ses dirigeants, on constate que c'est exactement le contraire qui se produit. Qu'effectivement, la division de la société israélienne, que le multiculturalisme à l'israélien, si vous voulez, rejaillit avec tout ce qu'il peut avoir de délétère, surtout dans ces périodes, effectivement, un multiculturalisme à l'israélienne où chacun vit dans son coin en période normale. Finalement, ça gêne pas grand monde parce que chacun peut mener sa vie comme il l'entend. Mais lorsque toute une société est confrontée au même titre, plus ou moins, à une pandémie dont on voit à quel point elle peut être meurtrière, dont on voit à quel point ses conséquences économiques et sociales seront désastreuses, eh bien, effectivement, les divisions rejaillissent au grand jour. Le manque d'unité, le manque d'identification de chacun des secteurs de la population israélienne à ce qui serait l'État d'Israël ou la société israélienne en général, le manque, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, probablement, Chaim, le terme de mamlartiout, qu'on a du mal à traduire en français, hein, c'était un terme qui était employé par Ben Gurion, le terme le sens de l'État peut-être. Eh bien, oui. Tout cela n'est plus dans l'esprit de très nombreux Israéliens, ça rejaillit avec beaucoup d'acuité, et le manque de confiance, effectivement, de la population envers un gouvernement qui, il faut le rappeler, a été fondé justement pour affronter et pour gérer la crise sanitaire et économique dans un esprit d'union. Hein, c'est un gouvernement d'union et c'est un gouvernement d'urgence. Or, jamais peut-être un gouvernement israélien n'a été aussi désuni et jamais peut-être une population israélienne n'a été aussi désunie en effet. Alors justement, devant ce constat politique et devant cette désunion en tout cas de la classe politique israélienne vis-à-vis d'un gouvernement, comme vous l'avez souligné, qui aurait dû être un gouvernement d'union nationale vis-à-vis de la Covid-19 et de cette pandémie et d'une urgence sanitaire en tout cas, on se rend compte que certains responsables politiques comme Naftali Bennett, Lieberman et même Yair Lapid peut-être sont capables de prendre en main les choses en essayant de pousser vers une 4e élection, fort des sondages qui leur donnent près de 61 mandats. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de possible ou bien alors est-ce que le gouvernement israélien a pris la mesure notamment avec ce déconfinement progressif et pour avoir des résultats et pour essayer de diminuer un petit peu cet effet? D'ailleurs, vous savez, il faut le rappeler, Israël est le premier pays à avoir reconfiné, donc une seconde fois, l'ensemble de sa population. Là, on en sort d'une manière très progressive parce que la dernière fois, après le premier confinement, en printemps dernier, on est sorti d'un seul coup et ça a été une erreur que les dirigeants ont admis et dont on peut espérer qu'ils en ont tiré les leçons. Donc là, on sort progressivement de ce confinement généralisé. C'est très lent, c'est très progressif. Ça génère beaucoup de frustration chez les parents d'élèves, y compris votre serviteur, puisque les écoles sont fermées pour l'instant, alors que d'ailleurs les écoles ne sont pas fermées dans le secteur Haredi ultra-orthodoxe, en contradiction totale avec les instructions et les restrictions qui ont été imposées par le gouvernement qui plus ou moins ferme les yeux. Et ça, pour beaucoup d'Israéliens, c'est tout à fait inacceptable. Binyamin Netanyahou ne peut pas se mettre à dos ses alliés très fidèles, que sont les partis orthodoxes. Donc, il y a pour la galerie, en quelque sorte, des propos fermes contre l'ouverture des yeshivot et des Talmud et Torah dans le milieu haredi, mais dans les faits, dans le milieu orthodoxe, mais dans les faits, eh bien, il y a très peu d'application de la loi dans ces milieux-là. Maintenant, concernant l'opposition israélienne, dont vous avez cité un certain nombre de dirigeants, il y a l'opposition au Parlement, l'opposition
mais l'opposition également au sein du gouvernement, puisque les tensions dont j'ai parlé tout à l'heure au sein du gouvernement, elles pourraient effectivement aboutir d'ici relativement peu de temps à de nouvelles élections. Pourquoi? Parce qu'il y a la question budgétaire. Vous savez qu'Israël n'a toujours pas de budget pour l'année 2020, qui bientôt touche à sa fin. Elle en a encore moins pour l'année 2021. Or, du côté des centristes autour de Benny Gantz et du Parti bleu-blanc, on exige du Likoud qu'un budget, non seulement pour l'année 2020, mais également pour l'année 2021, soit adopté d'ici la fin de l'année civile, de manière à éviter de nouvelles élections. Parce que du côté de bleu-blanc, en fait, on soupçonne Benjamin Netanyahou de vouloir faire tomber le gouvernement précisément sur une question budgétaire, parce que si le gouvernement tombe sur une question budgétaire, Benjamin Netanyahou reste Premier ministre et mène le gouvernement vers de nouvelles élections. Si le gouvernement tombe pour n'importe quelle autre raison, c'est ce que prévoient les accords de coalition, eh bien, Benny Gantz devient automatiquement Premier ministre. D'où les soupçons dans l'entourage de Benny Gantz, d'où cet ultimatum de Benny Gantz au Likoud, cette épreuve de force. Du côté de Benny Gantz, on considère que Benjamin Netanyahou est en position de faiblesse parce que le Likoud baisse dans les sondages, parce que sur sa droite, il est concurrencé de plus en plus par Naftali Bennett et son parti qui ont véritablement le vent en poupe, et que dans ces conditions, avec une crise sanitaire qui est loin d'être terminée, une crise économique et sociale qui est loin de donner tous ces signes, eh bien, Benjamin Netanyahou, il réfléchirait à deux fois avant de provoquer de nouvelles élections. Donc, il y a là une épreuve de force. On ne sait pas véritablement comment elle va se terminer, parce que Benny Gantz, lui aussi, joue très gros, étant donné que son parti s'est véritablement écroulé dans les sondages. Et la question que vous posiez, c'était en cas d'élection, si Benjamin Netanyahou pourrait être démis, s'il pourrait y avoir une majorité sans le Likoud et également sans les partis orthodoxes. Alors, il y a eu un sondage qui montrait qu'avec Benny Gantz, avec le parti centriste de Lapid, qui lui est dans l'opposition, avec Avigdor Lieberman et avec Naftali Bennett, on parvenait de très peu à une majorité de 61 sièges sur 120. Alors, encore une fois, c'est très peu, c'est une majorité très, très étroite. Un seul sondage a donné ce résultat-là. Et puis, ça signifierait que Naftali Bennett tourne le dos définitivement à ce que l'on a appelé le bloc de droite, tourne le dos au Likoud, tourne le dos à Benjamin Netanyahou. Il entretient des relations exécrables avec Netanyahou, même si idéologiquement, ils sont plus ou moins des mêmes bords. Mais les deux hommes ne s'entendent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que cela suffira pour que Naftali Bennett, vis-à-vis de son électorat qui reste majoritairement, même s'il a attiré un nombre important d'électeurs centristes, son électorat reste majoritairement ancré à droite, est-ce que Naftali Bennett pourra tourner le dos à cet électorat en s'alliant avec des partis centristes comme celui de Lapid ou celui de Gantz? C'est véritablement une question importante, mais c'est justement sur ce genre de scénario que compte Benny Gantz pour en quelque sorte faire peur à Benjamin Netanyahou et faire pression sur Netanyahou et sur le Likoud. Alors, vous pensez Allez-y, Raïm, allez-y. Oui. Alors, si vous voulez, on va parler peut-être un petit peu de la politique étrangère. La nouvelle de vendredi, ça a été l'annonce de la normalisation entre Israël et le Soudan. Une information qu'on avait déjà annoncée, qui avait été démentie et qui arrive après l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Alors, on sait que depuis des années, il y a avec ces pays et d'autres pays des relations avec Israël, donc on peut dire que c'est une demi-surprise. Mais la question que je voudrais vous poser, Dror, c'est le timing. Est-ce que le fait que ces différents accords aient été annoncés à quelques semaines du 3 novembre, donc l'élection présidentielle américaine, est-ce que c'est un moyen pour Trump d'envoyer un signal à l'électorat américain juif, alors qu'on sait qu'en général, ils votent démocrate, ou est-ce que c'est également éventuellement, comment dirais-je, un appui indirect qui est apporté à Netanyahou au cas où il y aurait prochainement des quatrièmes élections législatives en Israël? Oui, vous avez raison sur presque tous les points. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump aide Benjamin Netanyahou, et tout ce processus de
diplomatique très important de rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes, eh bien, il est chapeauté entièrement de A à Z par les Américains, dont les représentants, parfois au plus haut niveau, eh bien, accompagnent chacune des phases de cette normalisation progressive entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Bien évidemment, le timing n'est pas lié au hasard. Écoutez, il y a eu une scène, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais assez cocasse tout de même, au cours de laquelle, et ça a été filmé, Donald Trump et ses conseillers s'entretiennent avec Benjamin Netanyahu au téléphone, et Donald Trump demande à Benjamin Netanyahu, écoutez Bibi, est-ce que cet accord, vous pensez que Sleepy Joe, donc Joe Biden, aurait pu le mener à bien? Alors, Benjamin Netanyahu s'en est bien tiré assez élégamment en disant qu'il remerciait Donald Trump pour ses efforts en faveur de la paix entre Israël et plusieurs pays arabes, mais ça va sans dire. Et chez Donald Trump, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bien évidemment, il y a des arrière-pensées électoralistes. Alors, pas vis-à-vis des l'électorat juif, parce que l'électorat juif, tous les sondages le montrent, votera à 70% en faveur de Joe Biden. Mais c'est un signe vers l'électorat évangélique, pour qui tout ce qui est lié à Israël est très important, pour qui la paix entre Israël et les pays arabes, même s'ils sont dans une perspective un petit peu apocalyptique à terme, est aussi quelque chose d'important. Donc voilà, il faut avoir ces éléments-là à l'esprit pour des pays comme le Soudan, se rapprocher des États-Unis, obtenir des États-Unis qu'ils rayent de la liste des pays soutenant le terrorisme le Soudan. C'est important. Le Soudan est un pays qui est bien évidemment économiquement est confronté à de très nombreux problèmes. Donc c'est compter peut-être sur une aide économique américaine. Et puis, concernant le Soudan, il y a également des intérêts israéliens. Au-delà de la symbolique, Khartoum, etc., les 3 noms de Khartoum après la guerre des 6 jours, il y a également une autre dimension. Il y a de nombreux travailleurs étrangers illégaux sur le territoire israélien au Soudan. Une bonne partie de l'électorat israélien, y compris, peut-être même surtout de l'électorat populaire du Likoud, a du mal à accepter cette présence étrangère dans les quartiers populaires, notamment dans le sud de Tel Aviv. Et si, avec cet accord, Benjamin Netanyahu parvient à faire en sorte qu'un nombre important de travailleurs étrangers soudanais soient expulsés vers leur pays d'origine, incontestablement, pour Benjamin Netanyahu, ce sera un très bon point vis-à-vis de son propre électorat. Donc, il faut avoir aussi cette dimension-là à l'esprit. Et puis, ce dont on parle également beaucoup, là, aujourd'hui en Israël, concerne davantage l'accord avec les Émirats arabes unis, puisque Benjamin Netanyahu a confirmé pour la première fois qu'Israël ne s'opposait pas à la vente des avions de chasse furtifs américains F-35 aux Émirats, alors que Benjamin Netanyahu, dans le passé, dans un passé pas du tout lointain, eh bien, avait démenti cette information. Alors, il semblerait de plus en plus qu'à la clé de cet accord de paix entre Israël et les Émirats, il y a eu cet accord au départ tacite, aujourd'hui exprimé au grand jour d'Israël et de ses dirigeants pour la vente de ces avions de chasse furtifs par les États-Unis aux Émirats. Et ça crée d'ailleurs une fois de plus un motif supplémentaire de division au sein du gouvernement, puisque Benny Gantz, qui est non seulement numéro 1 du Parti bleu-blanc, mais également co-premier ministre et ministre de la Défense, s'est plaint de ne pas avoir été mis au courant de cet accord. Ni lui, ni l'establishment sécuritaire du pays, le haut commandement militaire, etc. Donc voilà une cause de plus de division au sein du gouvernement. Alors, Dror, on va revenir un peu sur la situation régionale, et notamment ces pourparlers indirects avec le Liban sur la notion des frontières maritimes qui empoisonnent un petit peu le climat sur le plan des forages en mer, en haute mer. Est-ce que cet événement, où l'on sent quand même que l'action du président Macron n'est pas qui a été importante en tout cas à ce niveau-là, est-ce que vous pensez que cet événement peut entraîner le Liban vers quelque chose qui pourrait ressembler à une pseudo-normalisation, d'autant plus que vous avez parlé du Soudan. Le Soudan, dans sa normalisation avec Israël, a désigné le Hezbollah comme entité terroriste. Oui,
C'est très différent parce que le Soudan le régime soudanais en tout cas s'est transformé. Ce n'est plus le régime pro-iranien et pro-terroriste de Omar el-Bashir. C'est autre chose. C'est un régime en phase de transition. Alors que le Liban, on le sait, et les Français, Emmanuel Macron l'ont compris à leurs dépens en quelque sorte, restait engoncé dans un système politique communautaire ou communautariste qui a permis au Hezbollah de se développer comme un véritable État dans l'État, avec une véritable armée qui est au moins, si ce n'est bien davantage supérieure et plus armée, plus lourdement armée que l'est l'armée régulière libanaise elle-même. Donc, tant que ce sera le cas, et le Hezbollah, c'est un peu la créature de l'Iran, il ne faut pas l'oublier, eh bien, on ne peut pas imaginer une véritable normalisation des relations entre Israël et le Liban. Ce qui s'est passé, c'est que le Liban traverse, vous le savez, une période absolument désastreuse au niveau politique, au niveau économique. Et là, avec le tracé donc reconnu internationalement, à l'issue de ces négociations, probablement avec Israël. Donc, le tracé de ces frontières maritimes permettrait au Liban probablement de forer dans des zones de la mer Méditerranée qui contiennent probablement d'importantes ressources en gaz naturel, ce qui pourrait être à terme, bien évidemment, une rentrée d'argent importante. Donc, voilà, l'argent est là aussi le nerf de la guerre. Et ces négociations se déroule d'une manière un petit peu étrange, puisque les négociateurs libanais et israéliens sont présents au même endroit, sous l'égide de l'ONU et là encore des États-Unis, mais ils ne communiquent pas directement entre eux. C'est-à-dire qu'ils passent par les médiateurs onusiens ou états-uniens pour pouvoir négocier véritablement. C'est un petit peu étrange, mais ça montre à quel point on est encore loin, effectivement, d'une normalisation en mode uniforme. Alors, Dror, je retourne un petit peu dans la vieille histoire. Il y avait cette anecdote que vous connaissez sûrement, Dror, qui était ce propos raconté en 1979 par Meir Rosen, qui a été ambassadeur d'Israël en France et aux États-Unis, et qui, après l'accord de paix entre Israël et l'Égypte, disait on attend toujours de la France un message de félicitations après cet accord qu'on n'a toujours pas reçu. Et là, pourquoi je vous parle de ça, Dror? Parce que l'autre jour, en Zoom devant l'Assemblée générale de l'ONU, à propos de l'accord entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, le président Macron a déclaré « Je ne crois pas à une paix qui se construira sur l'hégémonie ou l'humiliation, quand bien même celle-ci serait compensée par de l'argent, car on ne compense pas l'humiliation d'un peuple par de l'argent. L'humiliation d'un peuple, c'est bien sûr les Palestiniens. » Et moi, je n'ai pas vu passer de réaction israélienne à propos de cette déclaration. Oui, écoutez, Benjamin Netanyahou, on peut le dire assez brutalement, a un petit peu tourné le dos à l'Europe occidentale et c'est réciproque. L'Europe occidentale a un peu tourné le dos à Benjamin Netanyahou. Lorsqu'on constate les priorités de Benjamin Netanyahou au niveau diplomatique au cours de ces dernières années, il s'est dirigé vers, bien évidemment, l'Amérique de Trump, le Brésil de Bolsonaro, il a amélioré ses relations avec l'Inde de Modi. Et à chaque fois, dans ces grands pays importants au niveau diplomatique que sont les États-Unis, l'Inde ou le Brésil, eh bien, vous avez eu des leaders qui sont idéologiquement proches de Benjamin Netanyahou, des leaders nationalistes qui sont arrivés au pouvoir. Donc, ça a facilité les choses. Il s'est rapproché également un petit peu de la Russie de Poutine. Et puis, en Europe, de ceux des pays d'Europe de l'Est qui sont méfiants vis-à-vis des instances européennes et des instances internationales et qui sont eux aussi, sur la même longueur d'onde idéologique que Netanyahou. Je parle de la Hongrie, de la Pologne, dans une moindre mesure, de la République tchèque. D'ailleurs, quitte parfois à fermer les yeux sur certaines expressions qui pourraient rappeler la présence de préjugés antisémites dans ces pays. Mais vis-à-vis de l'Europe occidentale,
eh bien, il y a eu un éloignement, tout simplement parce que l'Europe occidentale, surtout depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, reste la seule puissance diplomatique à se soucier encore du sort des Palestiniens, en quelque sorte, ou plus précisément, à considérer que le conflit israélo-arabe doit d'abord être réglé par le règlement du conflit israélo-palestinien. Et Benjamin Netanyahou se plaît à répéter que ce qui se passe sous nos yeux ces derniers temps, à savoir le processus de réconciliation, de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, prouve exactement le contraire, que Israël peut se réconcilier avec une partie importante, non négligeable du monde arabe, sans passer en quelque sorte par la case Palestine. Et puis les Palestiniens qui se sont complets dans leur refus de toute initiative de paix qui pourrait provenir de Washington, ont loupé le coche très probablement, et aujourd'hui, en tout cas l'autorité palestinienne, ils sont plus isolés que jamais. Donc, la non-réaction, si vous voulez, des Israéliens à ces propos d'Emmanuel Macron est liée à ça. En fait, à travers cette non-réaction, il y a un message. Finalement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour nous, c'est pas véritablement important. On avance et on avance assez vite et assez bien sans que l'on soit obligé de s'occuper de la question palestinienne. Même s'il faut le dire que pour avancer avec des pays comme les Émirats ou avec Bahreïn, Benjamin Netanyahou a dû renoncer à ce qui était l'une de ses promesses de campagne vis-à-vis de son électorat, vis-à-vis de la droite israélienne, à savoir l'annexion partielle d'une partie des territoires de Cisjordanie qui était prévue par le deal du siècle de Donald Trump, dont personne ne parle plus d'ailleurs. Donc voilà comment on explique cette absence de réaction, même s'il faut le dire que même du côté de ces pays d'Europe occidentale, les choses, semble-t-il, évoluent. Si j'en crois en tout cas certaines déclarations de l'ambassadeur de France en Israël qui avait affirmé il n'y a pas si longtemps, et c'était tout de même assez surprenant, que le principe des deux États pour deux peuples, donc un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël pour régler le conflit israélo-palestinien, finalement n'était pas si sacro-saint et qu'on pouvait peut-être imaginer d'autres solutions. Il y a là peut-être une prise en compte par la diplomatie française, en tout cas, que les choses évoluent dans une direction qui n'est pas celle qui était préconisée traditionnellement par les chancelleries d'Europe occidentale pendant très longtemps. Alors justement, Dror, on parle des Palestiniens, notamment en fin d'émission, sur une émission qui concerne Israël quand même, et on se rend compte quand même que les Palestiniens ont-ils pris la mesure de ce qui se passait, notamment dans cette région, avec cette relation diplomatique avec différents pays arabes. Et est-ce que les Palestiniens ont véritablement envie d'avoir un État dans ces conditions-là, parce qu'on se rend compte qu'ils ne prennent aucune décision et qu'ils sont vraiment à la traîne, si ce n'est que de se réfugier derrière les propos incendiaires des Iraniens ou même d'Erdogan, qui joue un rôle un petit peu bizarre dans cette région. Oui, vous avez raison de citer le nom du président turc, parce que tout à l'heure, je parlais de l'isolement des Palestiniens sur la scène internationale et sur la scène régionale. C'est beaucoup plus vrai pour l'autorité palestinienne que pour le Hamas, parce que le Hamas peut encore compter sur le soutien du Qatar et sur le soutien de la Turquie. Or, il semble que la Turquie entende jouer un rôle de plus en plus important sur la scène palestinienne, parce que Erdogan, qui est très actif en ce moment, un petit peu partout dans la région et même ailleurs, eh bien, il a bien évidemment compris qu'il y avait là peut-être un vide à combler. Et ce n'est pas un hasard, il a accueilli il y a quelques semaines un énième round de négociations entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas, les islamistes, pour parvenir à une éventuelle réconciliation entre les deux organisations palestiniennes. Donc, effectivement, si l'autorité palestinienne est isolée, elle sera peut-être tentée de se rapprocher d'un pays comme la Turquie. Et bien évidemment, ça ne sera pas une bonne nouvelle, étant donné ce que l'on sait de l'idéologie du régime turc actuel, son soutien aux frères musulmans à travers la région, ses visées irrédentistes, etc. Ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et en même temps, ces démarches diplomatiques entre Israël et plusieurs pays du monde arabe vont peut-être forcer une nouvelle génération de leaders palestiniens à
à faire preuve de plus de pragmatisme. En tout cas, on peut l'espérer. C'est un peu symbolique que Saeb Erekat, le principal négociateur palestinien, soit dans un état de santé de plus en plus préoccupant. Certains disent qu'il est en train de vivre ces dernières heures ou ces derniers jours. Il y a là un symbole. Mahmoud Abbas, lui non plus, n'est pas de toute première jeunesse et c'est un leader vieillissant qui n'est pas en bonne santé. Donc, il n'est pas impossible que du côté des Américains et du côté aussi, justement, des pays, notamment les Émirats, et peut-être aussi l'Arabie Saoudite, qui se sont rapprochés discrètement au nom d'Israël ces dernières années, il y a la volonté peut-être de proposer ou d'imposer un nouveau leadership palestinien de manière à éloigner les Palestiniens de cette influence turque éventuelle dont je viens de parler. Il ne faut pas oublier que la paix avec les Émirats, avec le Soudan, avec Bahreïn, tout ça est important. Mais lorsque les Israéliens se réveillent le matin, eh bien, leurs voisins, ce sont les Palestiniens, beaucoup plus que les Émiratis ou les Soudanais ou les habitants de Bahreïn. Donc, fort heureusement, ces derniers temps, le conflit israélo-palestinien est à petit feu, dans une période de très basse intensité, et rien ne dit que ce sera le cas éternellement, bien évidemment. Alors, peut-être une dernière question, si tu permets, Serge. Allez, je t'en prie. Un jeu de pronostic avec vous, Dror. On annonce à Washington, on annonce à Jérusalem que 5 autres pays arabes pourraient suivre. Est-ce que vous avez des noms? Alors, certains ministres du gouvernement ont donné des noms. Il est question d'Oman, le sultanat d'Oman, qui est un pays très particulier, d'ailleurs dans lequel Benjamin Netanyahu s'était lui-même rendu il y a quelques années, en visite officielle, hein, pas une visite secrète. Et c'est un pays qui est particulier à plus d'un titre parce qu'il entretient également des relations cordiales avec absolument tous les pays de la région, y compris avec l'Iran. Et c'est un pays, vous le savez peut-être, dont la version de l'islam qui est dominante n'est pas véritablement l'islam sunnite ni l'islam chiite. Et c'est une version qui prône une certaine forme de tolérance vis-à-vis du pluralisme religieux, et c'est intéressant. On cite également, on parle également du Niger, on parle également alors de l'Arabie Saoudite, ce sera véritablement la cerise sur le gâteau. Il y a là un problème de génération sans doute, parce que le roi Salman n'est lui-même sans doute pas prêt à normaliser ses relations avec Israël, même si son héritier MBS, Mohammed Ben Salman, lui, n'attend que ça, probablement. Et il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est identifiée à l'initiative arabe de paix qui prévoyait certes une normalisation des relations avec Israël, mais après l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. On parle également, et ça c'est important, on parle également du Maroc. Le Maroc qui entretient discrètement des relations avec Israël. Le Maroc, dont une partie importante de la société civile, il y a eu des manifestations récemment, rejette toute idée de normalisation avec Israël, mais il y a tout de même des relations importantes au niveau humain, au niveau culturel. Et si véritablement, et là je suis obligé de revenir un petit peu à la politique intérieure, si véritablement il y a une normalisation des relations israélo-marocaines, vous savez qu'une partie importante de l'électorat du Likoud est d'origine marocaine. Et s'il y a une normalisation, ça aura pour effet de remobiliser cet électorat autour de Netanyahou. Donc on parle du Maroc, et ça véritablement ce serait un acquis important au niveau diplomatique et au niveau politique pour Netanyahou. Et puis, et ça peut être aussi surprenant, on parle du Qatar justement, un petit peu moins parce que le Qatar, on le sait, est proche du Hamas, est proche des frères musulmans. Mais le Qatar a toujours eu une position assez ambiguë avec un dialogue informel mais réel avec Israël. Pour le Koweït, ce n'est pas pour demain ni pour après-demain parce que le Koweït reste très anti-israélien. Son élite et sa population sont encore fidèles en quelque sorte au discours anti-israélien des années 60-80. Donc voilà, il y aura probablement d'autres pays qui vont suivre, peut-être pas dans l'immédiat, ça va prendre encore un certain temps, mais la voie est tracée et le train est parti et d'autres pays vont probablement le rejoindre en route. Merci, Dror, en tout cas, de votre analyse et d'avoir répondu à notre invitation.
toujours aussi disponible pour Radio Kol Aviv et Israël Le Mag. Merci beaucoup, bonne semaine et à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci à très bientôt, au revoir. À bientôt. À bientôt. Alors, nous avons Michel Garfunkel en ligne. Bonjour. Michel Garfunkel, bonjour. Vous êtes donc, on vous connaît très bien sur les ondes de Radio Kol Aviv et dans Israël Le Mag. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises. Et je rappelle que vous êtes essayiste, que vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Et surtout, et là, nous allons parler de cette élection américaine, mais avec une vision un peu plus israélienne. Et je vous laisse entre les mains de notre ami Chaim. Alors, Michel, Shavua Tov, Boker Tov. Bonjour Chaim. Content de te retrouver. Alors, Michel, je voudrais que vous nous expliquiez le mystère du vote des Juifs américains. C'est-à-dire que traditionnellement, les Juifs démocrates, les Juifs votent traditionnellement plutôt pour les démocrates, voire le dernier sondage. Et ce qu'on ne comprend pas toujours vu de la France, c'est de se dire, mais Trump, il a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il a reconnu la souveraineté sur le plateau du Golan, il a proposé le deal du siècle, il œuvre pour rapprocher Israël de plusieurs pays arabes. Alors, est-ce que ça veut dire quoi au fond? Est-ce que ça veut dire qu'une grande partie des Juifs américains, elles ne se sentent pas concernées par Israël? C'est quoi l'histoire? Je crois qu'il faut procéder à une petite sociologie express des Juifs américains. Il y a eu diverses enquêtes qui ont été faites au cours des dernières années sur les Juifs américains. Notamment, il y a quelques années, une enquête faite par l'Institut Pew, P-E-W. C'est un institut extrêmement puissant qui fait des enquêtes en profondeur, des enquêtes d'opinion en profondeur aux États-Unis et d'ailleurs dans le reste du monde aussi. Et donc, parmi les enquêtes qu'il a fait, il a fait une enquête sur les Juifs américains. Qui sont les Juifs américains, comment ils se définissent, quelles sont leurs préférences politiques, quel est leur profil religieux. Ce que nous avons appris à travers cette enquête, c'est qu'il y a en Amérique du Nord 7,5 millions de personnes qui revendiquent une identité juive. Sur ces 7,5 millions de personnes qui revendiquent une identité juive, un certain nombre, en réalité, revendiquent en même temps d'autres identités. Ils disent « je suis juif, je suis d'origine juive, je suis juif culturellement ou juif d'une autre façon », mais en même temps, ils peuvent dire « je suis juif et en même temps… je suis chrétien, je suis agnostique, il y a une possibilité de définition multiple. Quand on regarde de plus près ces chiffres, ce que l'on voit, c'est que sur les 7,5 millions de personnes qui se déclarent juives en Amérique du Nord, il y en a un peu plus de 4 millions qui appartiennent à une synagogue, à une communauté de type religieux. Il y en a sur ces 4,5 millions, il y a à nouveau environ 1 million, peut-être un peu plus d'1 million, qui appartiennent à des synagogues ou à des organisations religieuses à caractère orthodoxe. Les autres appartiennent
à des synagogues ou organisations religieuses non orthodoxes, qu'il s'agisse de ce que l'on appelle le judaïsme réformé aux États-Unis, Reformed Judaism, ou qu'il s'agisse de ce qu'on appelle aux États-Unis traditionnellement le judaïsme conservative, qui ne veut pas dire du tout conservateur au sens politique, ni même réellement au sens religieux. C'est ce que l'on traduit habituellement en hébreu et en France, en utilisant le terme hébreu, par le judaïsme massorti. C'est un judaïsme un peu plus traditionnaliste que le judaïsme réformé, mais c'est tout de même un judaïsme qui ne s'inscrit pas dans l'orthodoxie, c'est-à-dire dans le judaïsme traditionnel tel qu'il sert de norme en Israël ou en France. Ceci a des conséquences politiques parce que l'on voit que très clairement, les Juifs qui n'appartiennent pas à une synagogue ou les Juifs qui appartiennent à des synagogues réformées ou conservatives, massorti, ont tendance à voter massivement pour les démocrates et à définir, à se donner un profil politique situé très à gauche. Tandis que les Juifs, la plupart des Juifs, bien entendu, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais la plupart des Juifs qui se déclarent orthodoxes, qui sont aux États-Unis, nous venons de le voir, une minorité, entre 25 et 30% seulement de l'ensemble des communautés juives américaines, ces Juifs-là ont tendance à voter de plus en plus à droite, et en particulier, par rapport à l'élection qui nous préoccupe, ceux-là sont parfaitement conscients de l'importance de l'élection actuelle pour Israël. Ceux-là sont arrivés à la conclusion que Trump a été un bon président pour Israël et que Israël continue à être quelque chose de fondamental, doit être toujours quelque chose de fondamental pour le judaïsme américain. Les Juifs détachés de la tradition religieuse, ou les Juifs qui appartiennent à des synagogues non orthodoxes, sont aussi des Juifs qui, appartiennent, sont issus dans un nombre devenu très important, ou qui appartiennent à des familles nucléaires qui ne sont plus exclusivement juives. En d'autres termes, des familles où où l'on admet parfaitement un mariage bireligieux, où beaucoup de gens en réalité sont issus de mariages bireligieux. Et c'est une réalité que l'on ne peut pas discuter. Il se trouve qu'effectivement, lorsque des Juifs, des personnes qui se déclarent d'origine juive sont issues de mariages bireligieux, ce qu'on appelle des mariages mixtes, quand eux-mêmes ont contracté des mariages mixtes, ils ont tendance à attacher de moins en moins d'importance fondamentale à leur identité juive et de moins en moins d'importance fondamentale à leur lien avec Israël. Tandis que dans les milieux où, au contraire, même s'il y a quelquefois des mariages religieux, des mariages mixtes, où tout de même la norme continue à être de vouloir pratiquer un mariage juif traditionnel orthodoxe, donc avec une personne d'origine juive ou avec une personne convertie halachiquement au judaïsme, là, au contraire, il y a un engagement en faveur d'Israël qui continue à être extrêmement important. Nous sommes en 2020. C'est-à-dire que toutes les tendances que je viens d'indiquer sont des tendances qui pouvaient commencer à être perceptibles il y a 40 ans, mais elles ont pris une ampleur considérable aujourd'hui, après 40 ans d'évolution de ce type. Donc, nous sommes dans un moment extrêmement troublant pour, en réalité, le caractère, le profil, l'identité de la communauté juive américaine. On a le sentiment qu'il y a une sorte de schisme qui est en train de se produire au sein du judaïsme américain entre, d'une part, des juifs
très fortement identitaires, qui généralement correspondent aux différentes synagogues, différents courants religieux orthodoxes, et d'autre part, des juifs qui sont moins identitaires et qui ont tendance à considérer que l'héritage juif consiste essentiellement à adopter des positions extrêmement à gauche sur le plan social et sur le plan des relations internationales. Alors, Michel Garfunkel, je voudrais revenir avec vous sur un élément très important dans la politique qui lie Israël avec les États-Unis, c'est cette suprématie militaire qu'Israël doit constamment avoir avec ses voisins et avec ce budget qui est voté, budget militaire qui est voté par le Congrès américain pour Israël, pour justement conserver cette suprématie. On a vu que lors des accords américains, lors des accords sous l'office des Américains avec les États arabes unis, Netanyahou a lâché les F-35 dans cette histoire. Mais plus grave encore, on a vu quelques sénateurs, notamment ceux de gauche, à la gauche de l'électorat de Joe Biden, comme Sanders, comme Rachida Tlaib, comme Ilhan Omar, qui risqueraient de guerroyer, en tout cas au Sénat et au Congrès américain, pour justement justifier une baisse du budget israélien. Est-ce que vous pensez que cette histoire a été réglée au niveau de l'équipe de Joe Biden, notamment avec la déclaration de la colistière Kamala Harris? Alors, le vrai problème actuel aux États-Unis, c'est l'évolution du Parti démocrate. Le Parti démocrate, traditionnellement, était un parti soutenu par la communauté juive américaine. Parce que, à une certaine époque, il y avait plus de sympathie vis-à-vis des problèmes juifs en général et plus de sympathie vis-à-vis d'Israël chez les démocrates que chez les républicains. C'est une réalité historique qui a commencé à évoluer en gros depuis Nixon, qui s'est accéléré à l'époque Reagan, mais même encore à l'époque Bush Ier, le premier président Bush, il y a eu une sorte de retour en arrière du Parti républicain qui, pendant un certain temps, a à nouveau renforcé le lien entre les Juifs américains et le Parti démocrate. Donc, traditionnellement, on avait une situation de ce genre et ce qui est plus important, c'est que les Juifs américains fournissaient au Parti démocrate beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs et beaucoup d'appui financier. Le fundraising, c'est-à-dire le fait de collecter de l'argent en vue de soutenir une campagne, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie politique américaine et les Juifs américains jouaient un rôle absolument déterminant, non seulement pour le Parti démocrate dans son ensemble, mais aussi, et je dirais même surtout, pour chaque candidat démocrate en particulier. Donc, de ce fait, il y avait une sorte de lien symbiotique entre le Parti démocrate et le judaïsme américain. Et disons que les milieux pro-israéliens américains comptaient de manière, en quelque sorte, constante sur le soutien, l'appui du Parti démocrate. C'était un win-win en quelque sorte entre la communauté juive et le Parti démocrate. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation extrêmement différente. Extrêmement différente parce que les Juifs américains sont peut-être, les personnes qui se revendiquent comme juifs aux États-Unis sont peut-être dans leur grande majorité toujours favorables au Parti démocrate, continuent encore à être des soutiens politiques et des soutiens financiers importants du Parti démocrate, sauf que en même temps, ce sont des gens qui ont de moins en moins disons,
je dirais pas de sympathie, mais d'engagement inconditionnel vis-à-vis d'Israël. Leur engagement vis-à-vis d'Israël devient de plus en plus conditionnel, de plus en plus coloré par des a priori politiques, et parfois leur engagement vis-à-vis d'Israël disparaît totalement. On a vu Et apparaître… de là même à se calquer sur des sénateurs comme Sanders ou comme Et Rachida Sanders, c'est un sénateur juif, d'origine juive, qui, lorsqu'il était jeune, ressemblait à la plupart des démocrates, des hommes politiques démocrates américains, manifestait, se déclarait pour Israël. Il a même raconté que dans sa jeunesse, il a passé quelque temps en Israël, il a passé quelque temps dans un kibbutz, Ouais, mais c'est etc. comme les antisémites qui ont toujours un ami juif. Non, 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 non. Il y a eu simplement une évolution de ce milieu. Ce milieu considérait que l'identité juive faisait partie de l'identité de gauche. À partir du moment où Israël et le judaïsme dans son ensemble se sont de moins en moins identifiés avec la gauche américaine et la gauche mondiale, et tout simplement parce que la gauche américaine et la gauche mondiale ont de plus en plus rejeté en réalité le judaïsme et Israël. Donc, il s'est trouvé que beaucoup de juifs de gauche ou d'extrême gauche ont préféré leur identité de gauche à leur identité juive. C'est aussi simple que ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous vivons, la campagne actuelle est probablement la dernière campagne américaine où il continue à y avoir au sein du Parti démocrate une majorité de démocrates modérés et de démocrates qui ont l'habitude de travailler avec l'ensemble de la communauté juive. C'est probablement les hommes politiques actuels, les élus actuels représentent la dernière génération de ce parti démocrate-là. Et ce que l'on voit apparaître maintenant, c'est une nouvelle génération qui s'appuie sur d'autres principes, d'autres idéologies, d'autres milieux, d'autres circonscriptions, comme on dit, constituencies, c'est-à-dire de milieux électoraux qui soutiennent le Parti démocrate. Et les nouvelles constituencies sont de plus en plus en réalité éloignées d'Israël et même éloignées des Juifs en général. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes très troublants au cours des dernières années où un certain nombre d'activistes proches du Parti démocrate et proches de l'aile gauche du Parti démocrate ont non seulement exprimé des opinions très violentes contre Israël, mais ont quelquefois exprimé des opinions qu'il faut bien qualifier de purement et simplement antisémites. Alors, une toute dernière question avec une réponse très rapide, Chaim et Michel, j'aimerais bien qu'on ne va pas, pour pas être en retard sur le timing parce qu'il y a d'autres émissions derrière. Alors Michel, la question impossible. Pendant très longtemps, on disait les États-Unis, c'est un pays qui est protégé parce qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et on a observé l'attaque contre une synagogue. Presque tous les jours, on observe à Brooklyn et ailleurs des attaques contre des individus. Il y a la montée en flèche des suprémacistes, il y a les complotistes qui ne sont pas forcément dénoncés à chaque fois par Trump. Est-ce que les Juifs américains aujourd'hui ont peur de l'antisémitisme ? Oui, les Juifs américains ont peur de l'antisémitisme. Il faut, pour être tout à fait honnête, rappeler qu'il y a eu un passé antisémite assez sombre aux États-Unis. Il y a eu, premièrement, des formes de discrimination anti-juive très réelles qui sont restées en vigueur jusqu'aux années 50 ou 60. Par exemple, la pratique consistant à interdire un certain nombre de lieux publics ou d'institutions aux Juifs.
le numerus clausus dans des grandes universités, le numerus clausus dans certaines professions, l'impossibilité, la quasi-impossibilité pour un juif de vivre dans certains quartiers de certaines villes, le fait de ne pas pouvoir être admis dans certains hôtels ou dans certains clubs. Tout cela était parfaitement légal et courant aux États-Unis jusque dans les années 50 et n'est devenu illégal que dans les années 1960. Et beaucoup de juifs américains qui ont un certain âge ont encore vécu la fin de cette époque et savent très bien que derrière une façade de tolérance, il y avait aux États-Unis en réalité une attitude beaucoup plus froide vis-à-vis du judaïsme qu'on a voulu le dire en général. À cela s'est ajouté entre les années 1920 et les années 1960 des règles en matière d'immigration qui ont fait que l'immigration juive, notamment à l'époque de la Shoah et après la Shoah, a continué à être extrêmement limitée vers les États-Unis. Et les Juifs américains se rappellent de cela. Ça peut expliquer les raisons pour lesquelles ils ont été longtemps favorables à la plus grande générosité possible en matière d'immigration vis-à-vis de toutes les communautés et toutes les origines ethniques. Deuxièmement, il y a eu aux États-Unis des violences anti-juives dans toute l'histoire américaine, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la situation suivante. Nous voyons qu'il y a certainement une remontée très importante de l'antisémitisme dans plusieurs secteurs de la société américaine. Michel Garfunkel, on va faire court parce que là, nous allons devoir rendre l'antenne. D'accord, oui, d'accord. Voilà. Donc, en fin de compte, on constate ici que l'antisémitisme est remonté aux États-Unis et qu'il avait déjà des antécédents, on l'a bien compris. Mais c'est un antisémitisme qui ne vient pas nécessairement des mêmes milieux qu'autrefois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'antisémitisme qui vient des minorités ethniques, de la communauté noire ou bien de communautés immigrées diverses, est aussi violent et parfois plus violent et plus dangereux que l'antisémitisme qui vient d'une extrême droite traditionnelle. Merci Michel Garfunkel, merci de votre éclairage et nous disons à bientôt sur les ondes de Colavive. Voilà, Israël de Mag, c'est terminé pour ce matin. Nous essaierons de nous retrouver encore dans 15 jours pour cette émission avec Chaim que je remercie, avec Joël à la technique qui nous a beaucoup aidé et puis avec à distance le réalisateur de l'émission Jean-Luc. Merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de leur dire que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, ciao, à bientôt et maintenant c'est dans l'œil de l'actu avec Salomon.